Bonjour, bonjour, c'est Lorenzo. Pourquoi faut-il développer la compétence de communicant face caméra, micro, même en public? Aujourd'hui, nous sommes avec Siegfried Sey dans le Lorenzo Show. Et n'oublie pas de t'abonner et d'enclencher la cloche de notification. Et puis surtout, partage, enfin que diable. C'est parti. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Salut, c'est Lorenzo, ton provocateur de changement face caméra et micro-voix off. Aujourd'hui avec Siegfried Sey, mon ami, nous allons savoir pourquoi il est important de développer la compétence de communicant, de grand communicant face caméra, micro-voix off, même en public, c'est important. Et toi, Siegfried, alors je vous le présente vite fait parce que ça sera plus simple, sauf si tu veux te présenter en premier. Oh mais vas-y, moi j'ai toujours du mal à me présenter. Ouais, c'est chiant. J'aime pas. T'as remarqué que c'était chiant de se présenter. Non. Bonjour, je m'appelle machin. Non, Siegfried Sey, déjà, c'est un ancien grand sportif de haut niveau. Ah oui. Il a fait de l'aviron, il était capitaine de l'équipe de France d'aviron. Ouais, c'est important. Ça. Bon, il a perdu un peu. Mais il l'a été. Il est surtout le créateur de l'université des hauts potentiels. Ça, c'est son activité à plein temps aujourd'hui. Et alors, c'est quoi? Tu vas nous en parler dans un instant. Il est spécialiste en web marketing, en lancement de produits sur le web. Ça, c'est une activité qui est un peu du passé, mais que tu utilises aujourd'hui. Qui est toujours utilisé aujourd'hui. Je suis transparent là-dessus de le dire. Oui, il faut le dire, tout à fait. Il faut le dire. Tu es aussi expert, un communicant. Il a une chaîne YouTube. Il est conférencier. Il parle en caméra, en webinaire. Voilà, il sait tout faire. C'est un bon vivant, aussi un épicurien. Ça, c'est important. On sort du restaurant et je dois dire que c'est que la force soit avec toi, jeune Padawan. T'as vu le t-shirt qu'il m'a offert? Voilà, regarde, c'est joli. Hein. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Et aussi, tu es un globe-trotter familial. Oui. Ça, c'est plus récent. Ça, c'est plus récent. Et dans un instant, tu vas comprendre comment, justement, tu vas pouvoir peut-être, toi aussi, vivre la vie de tes rêves et peut-être partir avec toute ta famille dans le monde entier ou rien qu'en Europe, parce qu'aujourd'hui, le monde entier, c'est un peu compliqué, mais avec ton van et faire le tour d'Europe avec ta famille. Tu vas nous expliquer ça dans un instant. Siegfried, ça me fait très très plaisir de t'avoir et tiens, pour la peine. Stop, c'est fini. Alors Siegfried, aujourd'hui donc on va voir pourquoi la compétence numéro 1 d'être un bon communicant est essentielle surtout dans les années à venir. Oui. Mais avant tout, moi j'aimerais savoir, il faut savoir que Siegfried est un entrepreneur de haut vol. Il a conseillé énormément de monde. Il a été aussi directeur marketing de Learnybox, de Presto Market. T'as créé aussi une université justement pour le web entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tu es revenu un peu à ce que tu préfères finalement, à ton essence, c'est-à-dire en gros le développement personnel. Et tu veux aider les hauts potentiels, ce qu'on appelle les HPE, HPI. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est pas que je veux, même je les aide actuellement. Ils sont en plein dedans, les pauvres. Ce qu'on appelle les surdoués, de manière assez... T'as dit les pauvres, hein? Tu vas nous expliquer pourquoi les pauvres. Justement, c'est ça exactement. Oui, les hauts potentiels, qu'on appelle plus classiquement les surdoués, qui sont des personnes qui ont un mode de pensée qui est différent de la moyenne. Soit ils sont très cognitifs, très intellectuels, soit ils sont très dans l'émotion et dans l'intelligence émotionnelle. Et malheureusement, quand une personne est différente aujourd'hui, elle est mal adaptée au reste de la société qui, elle, est censée être normale. Donc ce sont des gens, les pauvres, et je parle en connaissance de cause, qui sont très mal adaptés et donc qui ont beaucoup de problèmes de communication, d'intégration et surtout d'épanouissement. Donc, c'est on les appelle les zèbres aussi? Les zèbres, les surdoués. Alors il y a plusieurs noms en fonction des courants qui sont des courants spirituels, des courants beaucoup plus scientifiques. Donc les surdoués, les hauts potentiels, les zèbres, il y en a les enfants. On parle de douance en ce moment. De douance, c'est ça aussi. Ça. On peut avoir plusieurs mots qui veulent tous dire la même chose à peu près. C'est surtout une pensée singulière et un fonctionnement physiologique aussi différent de la moyenne des gens. Ce qui ne veut pas dire automatiquement des génies, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas le matin en résolvant des équations de mathématiques de manière innée, mais la structure, le modèle de pensée est très différent de quelqu'un de classique. Et c'est alors très différent. Alors, moi j'ai appris il y a 3 ans de cela que j'étais HPE, un haut potentiel émotionnel. Toi, t'en es un? Oui. E ou I? HPI. Donc intellectuel, lui c'est un intello, machin émotionnel. Mais il faut savoir qu'on a les deux en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que bon,
dans le monde clinique scientifique, on aime bien mettre dans des catégories, dans des cases pour pouvoir aider les gens. Mais tous les hauts potentiels sont à la fois HPI et HPE. Et en fait, il y en a toujours un qui est plus prépondérant que l'autre. Donc, D'accord. même un HPI a quand même le quotient intellectuel, l'intelligence émotionnelle, un petit peu plus élevé que la moyenne aussi. Donc, on a toujours une prépondérance de l'un ou de l'autre, mais on a quand même les deux à partir du moment où il y a haut potentiel. Et alors, ce qui est fort, c'est que depuis une dizaine d'années maintenant, on développe de plus en plus. C'est que si tu as créé une université, c'est qu'il y a un véritable besoin. Tu as de plus en plus de monde qui regarde ta chaîne. Moi, je t'envoie plein de monde, des gens qui me disent mon enfant. Avec les enfants, c'est important parce que tu as peut-être, toi aussi, qui regarde le Lorenzo Show, toi, tu es peut-être dans justement HPE, HPI, mais aussi tu as peut-être autour de toi des personnes qui ont cette sensibilité de haut potentiel. Et sa chaîne, elle est géniale. Vraiment, je veux te le dire parce que déjà, il a créé tout un univers avec un décor. Moi, je suis fan de Star Wars, mais lui, c'est un grand malade de Star Wars. et tu réponds vraiment aux problématiques des hauts potentiels, mais aussi des personnes, par exemple, qui ont les problématiques... les troubles du déficit de l'attention. Voilà, qui sont aussi... qui subissent des pervers narcissiques, etc. Aussi, etc. Ouais. Bon, bref, aujourd'hui, donc, est-ce qu'un haut potentiel aujourd'hui, tu dis qu'ils ont les pauvres, peu chers, comme on dit dans le Sud, peu chers, mais souvent, ils ont quand même un avantage sur les autres. C'est quoi cet avantage qu'un HPE, HPI ? L'avantage principal d'un haut potentiel, c'est qu'il a une hyper-empathie et une hypersensibilité et comment on appelle ça ? Des antennes ? Presque des antennes, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la personne va ressentir les émotions des gens, elle va réussir à décrypter ce que eux-mêmes, les gens, ne savent pas d'eux-mêmes. Et ils ont une hypersensibilité de leur sens, c'est-à-dire parfois ils vont remarquer tous les détails d'une pièce, les couleurs, ils ont beaucoup trop d'informations. Le haut potentiel, c'est pas compliqué, c'est tout comme quelqu'un de normal, mais tout plus. C'est-à-dire que c'est un être humain en mode tuné, en fait. Plus d'informations qui rentrent par les yeux, plus d'informations qui rentrent par les oreilles, plus d'informations émotionnelles qui rentrent. Et tout ça, ça fait trop au bout d'un moment. Et donc, il faut arriver à canaliser. Et toi, tu les aides à justement se canaliser. Parce que tu as appris, toi. La problématique, alors moi j'ai découvert que j'étais au potentiel il y a peut-être 4-5 ans en arrière, et je me suis rendu compte en explorant la thématique qu'il y avait des très belles descriptions de haut potentiel, beaucoup de livres, beaucoup d'interviews sur la description du haut potentiel, on décrit, on dit là je reconnais, c'est ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Après la description, qu'est-ce qu'on en fait ? Ah ben oui, effectivement, je me reconnais, je sais, je me suis fait dépister, qu'est-ce que j'en fais ? Et à chaque fois, c'est il faut faire une thérapie, mais on ne sait pas trop, etc. Il y avait vraiment un manque dans le comment s'épanouir avec. Et la problématique qu'il y a, c'est que comme un surdoué a un mode de pensée très différent, c'est très compliqué pour lui de se faire accompagner par ce qu'on appelle un normopensant. Alors sans vouloir cliver, mais un psychologue qui va penser de manière très linéaire va avoir beaucoup de mal à aider un haut potentiel qui, lui, part dans tous les sens. Et le haut potentiel, comme il est tout le temps en suranalyse, va voir les stratégies du psychologue ou du thérapeute qui le suit. Donc, c'est très compliqué d'accompagner un haut potentiel en thérapie et en coaching. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je m'en suis pas trop mal sorti dans ma vie, en termes d'épanouissement. Est-ce que j'ai pas quelque chose à apporter, puisque j'ai de manière naturelle des choses que j'ai mis en place qui fait qu'il faut savoir, les hauts potentiels qui s'épanouissent, ils sont ultra minoritaires. On est plutôt à 97% de hauts potentiels qui sont soit en dépression, tentative de suicide, victimes de pervers narcissiques. Et ceux qui s'épanouissent, effectivement, on n'en entend pas trop parler, mais ils sont minoritaires. Très, très, très minoritaires. Alors, quel effet la différence ? C'est quoi la différence ? Pourquoi est-ce que tout à coup, on peut s'épanouir comme HPE ? Et la communication en fait partie, savoir parler à un public en fait partie. Qu'est-ce qui fait cette différence entre les gamins ou les gens qui vont partir en dépression et ceux qui réussissent ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est assez classique. Déjà, première étape, c'est la prise de conscience. C'est de savoir qu'on est au potentiel et qu'on fonctionne différemment. Parce que le problème principal des hauts potentiels, c'est qu'ils soient enfants ou adultes, ils croient qu'ils sont fous. Ou rejetés aussi ? Rejetés, mais quand ils se disent je suis rejeté, les gens quand je leur parle ils réagissent pas normalement, moi je me sens... Donc qu'est-ce que j'ai un problème, et au bout d'un moment ils se disent mais en fait je suis peut-être fou en fait. Et le problème du haut potentiel, c'est qu'au bout d'un moment il se dit on n'arrive pas à mettre de mots dessus, je vais voir un psychologue, il me dit que j'ai un trouble du déficit, il me dit que je suis en dépression, il me donne des cachets, etc. Tout ça, ça règle jamais le problème, donc je suis peut-être fou. Je suis fou. Alors qu'en fait c'est pas ça. Il n'est pas fou. En fait, il a juste un mode de pensée différent et il faut lui donner le mode d'emploi, comme pour n'importe quelle voiture, ordinateur. Si on tombe avec un clavier en chinois, on va regarder un clavier en chinois et se dire mais je ne sais pas comment m'en servir. Il faut le mode d'emploi adapté à ces personnes-là.
Et c'est ce qui manquait jusqu'à aujourd'hui. T'as compris, t'es pas fou. T'es pas fou. Je ne suis pas fou, ça me fait plaisir. Quoique. Et justement, le grand avantage, c'est que cette folie la perception qu'on a de cette folie peut nous aider dans le développement de notre activité, de notre business, de tous les projets qu'on peut avoir. C'est ça qui est fort. Moi, mon fer de bataille là-dedans, c'est que je pars d'un principe, c'est que les hauts potentiels, alors sans vouloir cliver, sans vouloir dire il y a des camps, tout ça, mais de mon point de vue, le haut potentiel est le profil psychologique qui a le plus de capacité à pouvoir changer les choses. C'est ceux qui pensent « think outside the box ». Je pense en dehors de ce que pensent les gens normaux. Et les gens normaux restent dans le cadre. Et d'où viennent les grandes révolutions scientifiques, les grandes avancées de gens qui pensent... Dans l'art aussi. Des gens qui disent, tiens, au lieu de peindre comme ça, si je peignais comme ça. Plutôt que de rester dans les cases qu'on t'a fixées au tout départ. Et aujourd'hui, on se trouve, heureusement, malheureusement, dans une société hyper... cadré, normé, ce qui fait que les gens qui sont un petit peu différents en normaux sont mis de côté, sont éloignés et ils se croient fous en fait. Alors qu'à une certaine époque, c'était des extravertis, c'était des artistes, mais aujourd'hui c'est de plus en plus cadré et quand un enfant dérange, quand un adulte dérange, il fait peur et quand il fait peur, on l'exclut. C'est un réflexe très c'est marrant, c'est très basique. Donc t'imagines, toi qui veux changer le monde, toi qui veux transformer cette planète et que tu te dis que tu as un potentiel énorme pour aider les autres, pose-toi la question et justement va voir la chaîne, elle s'inscrit sur l'écran de cette vidéo. Donc c'est, rappelle le nom de l'adresse. L'université de haut potentiel, il faut taper sur Google ou sur YouTube. Sur YouTube. Et il y a la vidéo qui est la plus intéressante, c'est Es-tu haut potentiel ? Fais le test, dans laquelle je propose dans la vidéo une série de questions pour déterminer si le profil correspond ou pas, plus des explications. Donc voilà, il faut commencer par là. J'adore. C'est passionnant, c'est passionnant. Et je pense qu'il y en a plus, parce que tous les jours, je pense que tu dois avoir des gens qui s'inscrivent sur ta chaîne. C'est un petit peu comme, tu sais, ça me fait penser aux X-Men, l'école du professeur Xavier, où au bout d'un moment, tu as plein de gens qui viennent du monde entier pour s'inscrire. Tu fais bien de faire cette analogie-là, parce que c'est celle que je fais au sein des élèves. Je leur dis, c'est ici, entre guillemets, l'université des X-Men. Et quand on connaît un petit peu les X-Men, le professeur Xavier, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans le public, il va chercher les enfants, les gens qui sont rejetés parce qu'ils sont différents par rapport à leur pouvoir et qui veulent les cacher. Ces gens-là, non, j'ai des pouvoirs, je les cache parce que je suis différent. Parce que je suis un monstre. Je suis un monstre. Et le professeur Xavier leur dit, viens voir dans mon université, je vais t'apprendre à utiliser tes pouvoirs, les pouvoirs, les hauts potentiels. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils font dans les X-Men ? Ils retournent pour sauver le monde. Donc, aspect philosophique, une analogie quand même assez forte, parce que qu'on le veuille ou non, un zèbre, un haut potentiel, il a quand même un pouvoir, qu'on le veuille ou non, un pouvoir comme tu le dis, on a le niveau moyen, puis on a le niveau plus. Savoir canaliser ce plus permet quand même de développer des choses que le commun des mortels ne pourra pas développer. Alors, c'est la problématique, c'est que les hauts potentiels, ils sont équipés d'une Ferrari, mais ils n'ont pas le mode d'emploi, ils n'ont pas le permis de la Ferrari. Donc, ce qui fait que quand ils ont leur Ferrari, ils donnent un coup d'accélérateur. Si on prend une 2 chevaux, la voiture elle va avancer. Une Ferrari, un coup d'accélérateur, elle fait 3 tours et elle va dans le décor. Et le haut potentiel, c'est ça. Trop d'accélération, trop d'informations, trop de tout. Et de manière générale, c'est pour ça que je disais 97 à 98% de potentiel sont en perdition parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Et en plus de ça, quand ils se plantent dans le bas-côté, on leur dit « Ah, mais t'es différent, tu t'es nul. Et on rentre dans un schéma. Alors, tous ceux qui sont en marge de la société ne sont pas automatiquement de haut potentiel. Mais du pourcentage de ceux que je vois en consultation, il y a surtout beaucoup d'erreurs de diagnostic. Il y a ceux qui ne se reconnaissent pas parce qu'ils ne le savent pas. Et il y a ceux qui ont des problèmes reconnus et qui viennent consulter. Et je me rends compte qu'il y a eu des erreurs de diagnostic, mais des véritables erreurs de diagnostic. En fait, la base, c'est qu'ils sont au potentiel, mais on les a diagnostiqués avec d'autres symptômes, d'autres maladies. Comme quoi ? Troubles du déficit de l'attention, traitement médicamenteux, dépression avec des camisoles chimiques, des trucs qui sont ultra longs. Il y a des gens qui sont diagnostiqués de troubles borderline, des trucs. Et en fait, quand on fait des diagnostics, quand on fait un dépistage, on se rend compte que, effectivement, ils sont comme ça, mais c'est pas l'origine de leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ont une différence de pensée qui les a poussés vers la dépression, qui les avait poussés vers le TDAH, qui les a poussés, bref. Erreur de diagnostic assez grave, selon moi. Et toi, aujourd'hui, tu as comment ça se passe ? Comment on appelle ça ? Un protocole qui permet, tu décèles, tu révèles, et ensuite tu
tu les amènes justement comme le professeur Xavier à canaliser leur pouvoir. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a 4 heures pour en parler? Je sais pas. Non. T'as 2 minutes. En 2 minutes, voilà. 2 minutes, ça me suffira largement. Le problématique se situe, c'est comment on définit l'intelligence. Alors là, sujet philosophique dans lequel on pourrait parler pendant 4 heures. Quoi? L'intelligence. Voilà, l'intelligence. Tiens, l'intelligence avec la... Comment on définit l'intelligence? Il y a ceux qui vont définir l'intelligence, alors c'est le monde assez académique, assez clinique, ils vont définir l'intelligence de manière performante. Ils vont mesurer la performance du cerveau. Ok, c'est une chose, donc c'est un test logico-mathématique. Est-ce que je peux en faire entrer des cubes dans les trucs assez rapidement? Est-ce que je reconnais des séries de chiffres rapidement? Dans la performance. Et après, il y a la définition de l'intelligence beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, qui est un mode de pensée qui permet de modéliser, de synthétiser des informations et de les restituer en apportant des changements, en apportant des idées nouvelles. Et ça, c'est une intelligence beaucoup plus... que moi je défends en plus, qui est l'intelligence, la véritable intelligence de haut potentiel, et pas l'intelligence de performance. Et donc aujourd'hui, pour tester, il y a 2 solutions. Il y a le test de QI, de quotient intellectuel, dans lequel on mesure le chiffre de QI. Ça s'appelle un test VICE-4 pour les adultes et VISC pour les enfants, qui va mesurer la performance du cerveau. C'est un test qui est très intéressant, mais qui est ultra limité. Déjà, il ne prend pas en compte la dynamique émotionnelle. Donc c'est comme si je disais à un coureur de 100 mètres, je vais te mesurer sur 100 mètres, mais que sur une jambe, sur ta performance intellectuelle, mais pas sur tes émotions. Donc déjà, c'est assez bizarre. Bon, vas-y, cours, en cloche-pied comme ça. Tu vois, bon, le chronomètre, il n'est pas extraordinaire. Et en plus de ça, ça ne tient pas compte de la dynamique sociale et environnementale, le QI. On ne sait pas si l'enfant est né dans une famille défavorisée, avec des parents qui le frappaient ou qui disaient que c'était... Voilà. Ou s'il est né dans une famille aisée de gens qui l'ont poussé à révéler son intellect, ses émotions, tout ça. Donc, on teste quelqu'un sur la performance avec ça. C'est trop limité d'après moi et d'après certains de mes confrères. Et après, il y a ce qu'on appelle des bilans de détection de la douance qui approchent ça de manière beaucoup plus holistique. On va tester toutes les intelligences, pas que la performance. Toutes les intelligences, y compris l'intelligence émotionnelle. Et il y a à peu près 6 intelligences. Et avec ce bilan d'Ottol de 6 intelligences, on va réussir à déterminer, mais de manière synthétique, si la personne a un profil de haut potentiel ou pas. Et pas juste sur la logico-mathématique ou juste sur la performance. Et donc, sur la chaîne l'Université des hauts potentiels, justement, tu as une vidéo où tu peux tester ton potentiel. Et puis surtout, entre en contact avec Siegfried, je te le recommande vivement. Si tu veux, peut-être que tu es en train de développer un business aujourd'hui, peut-être que tu es en train de développer un projet, mais que tu n'arrives pas parce que justement ça tourne en rond, que ça va trop vite, ou que tu n'arrives pas à communiquer avec tes équipes, on n'en sait rien. Et aujourd'hui, justement, on peut apprendre à se canaliser, on peut apprendre à... Finalement, c'est un peu comme un étalon noir, un peu fou, qui part dans tous les sens. On peut arriver à se canaliser et à aller finalement... à utiliser ces super pouvoirs. La première étape, c'est comme je disais tout à l'heure, la prise de conscience, c'est de savoir si effectivement je suis au potentiel ou pas. Et la deuxième étape, d'ailleurs c'est une des premières formations que je propose aux gens qui arrivent, c'est de canaliser ses pensées. Parce que le haut potentiel, il y a les pensées qui partent dans tous les sens. Canaliser ses pensées. Et la troisième étape chez un haut potentiel, tu parlais de business notamment, c'est d'arriver dans sa vie à se fixer une cible et une direction. Alors, direction de vie, une mission de vie on va dire, qui va le diriger et qui va le canaliser dans une direction et pas dans toutes les directions. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, une orientation professionnelle, c'est-à-dire d'indépendant, c'est ce qui convient le mieux à un haut potentiel. Encore faut-il qu'il soit assez solide mentalement par rapport à son contexte, mais c'est une des solutions les plus idéales parce qu'il est autonome et il a cette capacité justement à penser différemment et en faire les choses différemment. Donc l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, la création, l'art, tout ça sont des activités, des métiers qui donnent une direction et qui permettent à la personne au potentiel de s'exprimer sans être brimée par un contexte trop carré. Très intéressant, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant 4 heures, pourquoi pas d'ailleurs un jour, tu viendras, on fera une émission de 4 heures là-dessus, tu pourras venir en direct et on pourra peut-être révéler aussi des hauts potentiels, voir un petit peu, est-ce que le haut potentiel a une capacité de communication plus importante que la moyenne ou pas? Alors c'est là où c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'ils ont une très grande capacité à modéliser, à synthétiser les choses, à les restituer quand ils sont au calme, dans leurs conditions chez eux. Mais la communication orale est très compliquée. Beaucoup d'autodévalorisation, beaucoup de timidité liée à ça.
et beaucoup de rejet de la part des autres. Donc, ce qui fait que les hauts potentiels, ils sont souvent avec des trucs comme ça, et puis ils parlent un petit peu vite, et puis ils n'ont pas trop... Et en fait, des très mauvais communicants en public, à l'oral. Et ça vient alimenter une faiblesse narcissique en disant mais quand je parle on m'écoute pas, quand je parle ça se passe mal, quand je parle je transpire, et des très mauvais communicants alors qu'ils sont très bons sur le papier. Pas tous, hein. Attention, pas tous, parce que... Pas tous, parce qu'il y en a qui arrivent à s'exprimer. Siegfried, moi, on est censé être aussi des HPE et HPI, et on sait communiquer. Mais je suis sûr que quand tu étais gamin, t'avais ce problème. J'étais un énorme timide. Moi, il faut le savoir, moi, même si j'étais pas un grand timide, j'étais super réservé et j'avais cette envie d'être connu, mais je ne savais pas comment le communiquer. J'avais ce problème de communication. Problème de communication. Moi, énorme problème de timidité. Moi, aller répondre au téléphone à la maison, je pleurais, je voulais pas aller chercher la baguette de pain, c'était l'Everest. Mais je pense que toi, comme moi, on a quand même eu un contexte familial qui a quand même mis des bases relativement stables par rapport à beaucoup de hauts potentiels qui se retrouvent dans des familles divorcées, des familles avec un pervers narcissique, des familles avec des parents qui ne valorisent pas l'enfant. Et on se rend compte, enfin moi aujourd'hui je m'en rends compte, et ça a été une découverte un peu particulière, c'est que beaucoup de problèmes de hauts potentiels viennent du contexte familial aussi. Ils n'ont pas pu se révéler parce qu'ils n'ont pas eu un socle familial qui les a aidés à s'épanouir. Bien sûr. Et ça, plus la société, entre guillemets, enfin les gens qui les rejettent, on se retrouve à l'âge adulte avec des gens qui sont détruits psychologiquement, alors que ce sont des perles, des diamants en état brut. Et c'est ça le problématique. C'est que moi j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de perles, de diamants qui soient taillés, de perles qui vibrent pour pouvoir faire changer les choses de manière différente. Mais voilà. Oui, parce que il faut le savoir, si tu es HPE ou HPI, si tu canalises toute ton énergie, si tu apprends finalement à utiliser ton super pouvoir, tu vas changer le monde parce que c'est ta destinée. Tu vas transformer des choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément glopes et tu vas avoir plus de facilité qu'une personne normale. Un haut potentiel, quelqu'un de normal, alors encore une fois sans vouloir cliver, je dis pas qu'il y en a qui sont bons ou mauvais. Il n'y a pas normal ou pas normal. On appelle ça les normaux-pensants, les gens classiques, ont besoin de sens dans leur vie, mais c'est un besoin qui est, si ma vie a du sens, c'est bien, si elle n'a pas de vie, je travaille, voilà, je ferai ça comme ça, c'est le niveau syndical. Le haut potentiel, s'il ne trouve pas de sens à sa vie, c'est un problème vital pour lui. C'est-à-dire que sa vie, si elle n'a pas un sens moral élevé, s'il n'y a pas des valeurs morales élevées dans ce qu'il fait, s'il n'y a pas de sens de but, il est perdu en fait. Et il se retrouve dans des métiers où il dit mais qu'est-ce que je fais, ça n'a pas de sens, ça ne va pas faire avancer les choses. Et ils ont besoin de sens et besoin en quelque sorte, ils ont toujours l'impression d'avoir une grande mission pour l'humanité, les hauts potentiels. Et de se remettre en question. Et de se remettre en question et d'avancer. Et c'est justement le problème, c'est que ces gens-là, quand on les prend à la base et qu'ils n'ont pas confiance en eux, avec des parents qui ne leur ont pas donné confiance, etc., ils se retrouvent avec je voudrais aider le monde, mais je n'y arrive pas. Excusez-moi, voilà. Forcément. Merci, c'est passionnant, et c'est pas fini, parce que ça, c'est une partie du SIG, de la panoplie du Siegfried Sey, c'est qu'il est donc aujourd'hui, c'est quand même ton activité principale, nonobstant, parce qu'il y a un nonobstant là-dedans, c'est que tu es toujours web entrepreneur, web marketeur, c'est un expert dans le web marketing, dans tout ce qui est lancement de produits, on te consulte même même dans l'e-commerce, dans le dropshipping, et aujourd'hui, c'est une compétence que tu as développée, et la vidéo, les webinaires, les conférences, le public, la salle, la scène, les conférences, tout ça, ça a été ton cheval, c'est toujours ton cheval de bataille. C'est toujours mon cheval de bataille, et c'est moi j'ai pas honte de le dire parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs qui veulent pas parler d'argent, tout ça, parce que ça fait pas bien, tout ça. Moi j'ai pas honte de le dire parce que l'argent, la réussite économique, c'est un outil par rapport à la mission que je me suis fixée. Et si il y a des personnes qui se fixent une mission, se dire moi je vais gagner beaucoup d'argent, c'est ma mission. Effectivement, quel sens, quel but, ça peut être intéressant. Pourquoi pas, on se rend compte que les études scientifiques là-dessus montrent qu'à partir de 4 000 € par mois, on n'est pas plus heureux. Je confirme, on n'est pas plus heureux après 4 000 € par mois. Donc si la mission c'est ça, c'est pas bon. Par contre, si ta mission de vie, c'est de faire changer quelque chose de plus humanitaire, qui est en rapport avec la société, l'argent devient un outil. Et le coach, le thérapeute, l'entrepreneur, qui veut pas trop parler d'argent, qui veut faire ça dans son quartier, dans son tout ça, c'est très bien. Mais au lieu de faire ça, il peut le faire fois 100, fois 1000 et toucher et aider des milliers de personnes au lieu d'en aider 10, 15, 20.
Moi, je prends toujours l'exemple de certains... J'ai des collègues qui sont thérapeutes, qui ont des cabinets physiques, qui font du très bon travail. Dans l'année, ils touchent combien de personnes ? 40, 50 personnes régulières dans une année. Donc, ils aident 40, 50 personnes. Moi, ce que je leur dis, parce que souvent, ils ne sont pas trop d'accord, oui, mais toi, tu fais des trucs sur le web, l'argent... Je leur dis, mais tu es en non-assistance à personne à danger quand tu fais ça. C'est bon, ça. Parce que tu aides 50 personnes, mais imagine-toi que tu as peut-être aujourd'hui, à l'université, il y a à peu près 5000 élèves aujourd'hui. Au lieu d'en avoir 50, tu en avais des 5000 devant chez toi. Des gens qui viennent taper à ta fenêtre, qui disent, s'il vous plaît, aidez-moi. Puis, j'en fais rentrer que 50, les autres, là-bas derrière, les 4000 et quelques autres, je vous prends pas, je peux pas. T'entends ça ? Non-assistance à personne à danger. T'entends ça, toi, t'es thérapeute, t'es coach, t'es peut-être formateur dans un domaine, et tu te dis, bah ouais, mais non, parce que tu comprends l'argent, je peux pas, puis c'est sale, puis je peux pas. Et puis mutualiser, puis le web, c'est pas vraiment moi quand les gens sont en face. J'ai peur d'être visible. Non-assistance à personne en danger, ça c'est très puissant. C'est énorme. Donc pose-toi la question à chaque fois que tu veux pas faire une vidéo, que tu veux pas faire un webinaire ou une conférence, tu te dis, bah ouais, mais je vais laisser les gens sur le carreau, est-ce que c'est ma mission ? Exactement, et c'est là pour ça que c'est intéressant de se dire quelle est ma mission, est-ce que c'est de faire du fric ou est-ce que c'est d'utiliser cet argent pour développer ma mission et l'atteindre plus rapidement, plus facilement et en aidant plus de monde. Et là, ça prend tout son sens, toute sa cohérence. Alors justement, parce qu'on parle souvent dans le web de comment vendre sans donner l'impression de vendre, et c'est parce que le mot vendre peut faire peur, il fait peur aujourd'hui à beaucoup de monde. Dans un webinaire de vente, il y a beaucoup de gens, des experts qui sont très bons pour donner du contenu à forte valeur ajoutée, mais au moment de la vente, c'est genre je remballe les trucs et je me barre. Alors qu'il y a un mot que souvent j'emploie, c'est que au lieu d'imaginer que tu vends, imagine que tu proposes quelque chose, que tu proposes une solution. Au lieu de vendre, tu retires le mot vente et tu le changes par je vous propose maintenant une solution pour vraiment atteindre votre objectif. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, proposer une chose, c'est parfait. La vente, il faut supprimer ce mot vente en fait. J'ai lu récemment un livre c'est le négociateur numéro 1 du FBI qui dit « Life is negotiation ». C'est-à-dire la vie est une négociation. Et il faut se rendre compte que quand on voit la vente, on dit oui, je vais te vendre ce stylo, il est beau. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette vente-là. Il y a des gens qui sont dans le besoin et qui n'ont pas pris la décision encore. Toi, tu sais qu'ils ont besoin d'une solution. Tu vas voir une personne, par exemple, tu vas dire elle a tout le temps mal à la tête. Tout le temps, tous les jours, ça a mal à la tête, elle n'arrive pas à travailler, ça la met en dépression, tout ça. Toi, tu sais qu'il y a l'aspirine qui existe. La personne, elle ne veut pas. Elle dit non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut que tu arrives à la persuader de prendre cette aspirine pour l'aider, pour la sauver. La vente, quand elle est faite de manière éthique et avec une vraie mission de vie derrière, c'est la persuasion, la vente, c'est pour le bien de la personne. On règle un problème dont la personne n'a pas encore conscience. Ou elle a conscience, mais elle n'a pas assez confiance en sa décision. Elle dit non, je ne sais pas. Et ton rôle en tant qu'entrepreneur éthique, bienveillant... Éthique, ouais. Parce qu'après, on a toujours des dérives là-dessus. C'est de dire, moi, je sais que cette personne-là, elle a un mal de crâne pas possible. Je sais qu'il y a l'aspirine qui existe. Il faut absolument que je la persuade de prendre ça. Quand elle va la prendre, elle va se rendre compte que c'est magique. J'exagère un petit peu les traits, mais c'est le principe. Alors, sur cette notion, justement, pour moi, la vente, aujourd'hui, ne doit plus faire appel à la force de conviction. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être dans « je dois te convaincre de prendre l'aspirine ». C'est « je vais te montrer qu'avec d'autres personnes, l'aspirine fonctionne et donc essaye-le ». Sauf, bien sûr, si tu as des problèmes de sang et que l'aspirine est claire. Mais en gros, je ne vais pas essayer de te prouver que c'est bon pour toi. Regarde les exemples. Et ça fait partie par exemple, les témoignages. Regarde, il y a 10 personnes qui ont pris des aspirines qui avaient les mêmes symptômes que toi et ça a marché. Exactement. Donc voilà, essaye. Moi, j'ai des questions qui sont très récurrentes qui me sont posées par les élèves. C'est comment je fais, moi, en tant qu'au potentiel, pour persuader un normopensant qu'en fait, on peut s'entendre, on peut communiquer, on peut changer d'état d'esprit, etc. Tout ça. Et je leur dis, il n'y a pas 36 solutions. Et tu viens de le dire, c'est la preuve par l'exemple. Ouais, la preuve par l'exemple. C'est pas la persuasion de force. Quoi, c'est pareil. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que je réussis, parce que c'est de l'exemple. Si aujourd'hui, j'arrivais et j'étais comme ça en te disant, Lorenzo, j'ai de l'eau potentiel, mais... Qu'est-ce que tu dis ? J'ai de l'eau potentiel, mais par contre, je leur vends rien du tout. Et puis,
super exemple. Je veux dire, non, le mec, il va jamais m'aider, lui. T'as pas un pins d'exemple voilà, sur il va toi. pas m'aider du tout là-dessus, c'est clair. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu es peut-être. Moi, j'ai vu, et toi aussi, des entrepreneurs ou des coachs, des thérapeutes qui travaillent sur la confiance en soi. Oui. Et quand on les voit, ils n'ont pas confiance en eux. Oui. Donc ils ont pas un exemple sur eux de confiance en eux. Alors qu'ils ont des process, ils ont des outils pour aider les autres. C'est ce que j'appelle aujourd'hui des très bons théoriciens. Mhm. Mais en pratique, c'est moins évident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec le web qui renforce les choses, on peut trouver des très bons théoriciens, des gens qui vont être des bibles de développement personnel, tout ça. Mais dès qu'on les met face à un exercice pratique, on en a croisé tous les deux dans des événements. Des gens qui, tu les vois sur le web, tu dis, le mec, c'est un cadre, tout ça. On le met en situation, ou même passer à une caméra, le mec est perdu. Il est perdu. Parce qu'en fait, il n'a pas intégré, il n'a pas mis en pratique, il n'a pas évolué avec ça, il a juste eu de la théorie. Donc, c'est important, toi qui es un expert ou un spécialiste dans ton domaine, c'est si tu as peur de communiquer, d'être visible, passe à la pratique, donc c'est passe à l'action. Et justement, on va voir dans un instant avec Siegfried, parce que on te l'a dit, le thème aujourd'hui de cette vidéo, même si on est parti dans les hauts potentiels et dans plein de trucs, pourquoi faut-il développer la compétence qui, à mon sens, est la compétence numéro 1 du futur, déjà de l'avenir, du passé, mais du futur, c'est encore plus, pour mieux diffuser son message, vendre, transmettre, motiver, inspirer les troupes, que ce soit face caméra, face à un micro, ou même en public. C'est important, on va voir ça tout à l'heure avec Siegfried. Aujourd'hui, quel est le constat que tu fais par rapport au web marketing aujourd'hui, par rapport au web entrepreneuriat de manière générale? Parce qu'on a beaucoup de web entrepreneurs ou de gens qui veulent se lancer sur le web et qui sont peut-être aussi un peu perdus à se dire il y a des milliers de formations, il y a des milliers de créneaux, il y a des milliers de personnes qui vont te donner tiens, c'est la recette miracle. Oui. C'est quoi aujourd'hui Parce qu'il faut savoir, Siegfried, c'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un de droit, qui a une éthique, qui a une morale et qui ne va pas justement te vendre du vent. Il vaut mieux que ce soit toi qui le dises que moi. Ça passe mieux. C'est pour ça que je le dis. Sinon, ça serait un peu bizarre. Je vous assure. Je vous assure que je suis droit. Tu sais, croyez en moi. Je suis droit. Je suis très droit. Je suis très droit. Ouais. Et confiance. Alors, tu poses une question on va essayer de répondre de manière concise. Essaye. Le web a subi une évolution depuis les 15 dernières années, où on est passé de ce qu'on appelle la ruée vers l'or, où il y avait 4-5 personnes qui tenaient la tête du panier et qui faisaient les choses très bien, à 15 ans plus tard, et c'est tout à fait normal, le marché a évolué, le marché s'est sophistiqué, on va dire, avec toutes les dérives qu'on rencontre dans toutes les évolutions de marché. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, les premiers garagistes qui ont réparé les voitures, ils faisaient ça avec passion parce que c'est de la garagiste. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec des garagistes qui sont merveilleux et des garagistes qui font un carnage dans les voitures. Ouais. Aujourd'hui, sur le web, on en est malheureusement arrivé à ça aujourd'hui, dans le fait que c'est très facile sur le web de se lancer. Et effectivement, c'est très facile, entre guillemets, de gagner de l'argent. Et ça attire beaucoup de personnes qui ont comme mission de vie que gagner de l'argent. Et je suis complètement d'accord. Et on se retrouve avec des gens qui ils vont voir un objet brillant et dire « Ah tiens, si je faisais du dropshipping !» Si je faisais du dropshipping, tiens, le dropshipping nous appelle. Le dropshipping, ne parlez pas de dropshipping. Au moment où t'appelles dropshipping, on appelle. J'ai oublié de dropshipping. Le dropshipping, c'est bien, fait de l'argent. Allez, je fais du dropshipping. Et puis d'un coup, 3 mois après, ils disent, c'est dur. Tiens, si je faisais par exemple, je sais pas moi, de l'infoprenariat. Allez, je fais l'infoprenariat pendant 3 mois. Ça marche pas trop bien. Tiens, si je faisais autre chose. Et ces gens-là courent vers l'objet brillant et avec des méthodes qui ne sont pas éprouvées, avec des stratégies qui sont maladroites, avec des qualités de produits qui ne sont pas là parce que ça ne dure pas assez longtemps pour améliorer un produit. Et on se retrouve avec une dissolution de la qualité du marché, comme on trouve aujourd'hui dans le web marketing. Et oui, parce que le Graal, c'est gagner de l'argent. Et donc, que ce soit un stylo ou un mug, peu importe, il faut gagner de l'argent. Et il n'y a que ça qui compte. Et il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui surfent sur cette vague, des petits jeunes qui veulent aller gagner de l'argent parce qu'on leur a dit que c'était facile. La Ferrari, la Testarossa, la Villa à Malte, le machin, tout ça. Je sais parce que ce sont des techniques que je connais. On les connaît tous. On pourrait utiliser de manière malveillante.
mais c'est attirer des gens qui sont attirés par l'objet brillant. La Ferrari, la Pi. La Pi, c'est ça. Et malheureusement, comme il y a beaucoup de gens qui ont une douleur très forte, parce qu'il y a des gens qui ne gagnent même pas le SMIC, qui s'en sortent pas, ils disent « Oh là, si je peux gagner en quelques mois le salaire que je gagne en une année, waouh, je vais le faire, là, je me mets dans ça, tout ça. » Mais ils le font de manière maladroite, ils le font mal formés. Derrière, il y a une qualité de produit qui est moyenne, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Et on se retrouve aujourd'hui avec un marché du web marketing où on voit pulluler tout un tas de formateurs, de trucs qui manquent de qualité parce que c'est trop jeune. Voilà. C'est trop jeune, ça va trop vite. Tout ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas du Harry Potter. Hein, là, comme le dit la citation de Lao Tse, c'est « Assieds-toi sur le bord de la rivière et tu verras passer le cadavre de ton ennemi ». Et cette citation, elle prend tout son sens. C'est qui sera encore là dans 10 ans, 15 ans, de tous ces gens qui sont dans le web marketing aujourd'hui, qui font plein de trucs qu'on voit sans arrêt ou qu'on voit tout le temps dans les pubs Facebook, YouTube. Est-ce qu'ils seront encore là dans 15 ans? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y en a qui ont des réussites fulgurantes. Parce que sur le web, et ça c'est une vérité, on peut réussir très rapidement. Bien sûr. Mais ce n'est pas un sprint le web, c'est un marathon. Qui sera là dans 15 ans? Qui sera là dans 15 ans? Et c'est marrant, tu parlais de Lao Tse, il y a une autre citation de Lao Tse qui dit « La précipitation est une des clés de l'échec ». Exactement. C'est pour ça que, pense-y, je sais que ça te percute dans ta tête. Alors, encore une fois, dans un instant, on va justement te montrer pourquoi la vidéo, pourquoi les webinaires, les conférences, savoir bien communiquer, c'est important pour justement installer ton autorité, ta légitimité, ton professionnalisme et pourquoi les gens vont te suivre. On va voir ça avec Siegfried. Mais avant ça, moi, j'ai envie que tu nous parles on va faire le tour comme ça de tout ce que tu fais aujourd'hui. Siegfried a décidé avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, de devenir un globe-trotter entrepreneur familial. Oui. Alors, est-ce que tu peux en parler? Parce que c'est tout récent. Hein, oui, la réflexion date depuis il y a très longtemps et la décision est très récente d'être ce qu'on va appeler un digital nomade. Voilà. Je ne sais pas si ça convient bien. Mais si, j'aime bien cette notion. C'est important de le dire, digital nomade, parce que tu ne pourrais pas le faire si tu n'avais pas justement cette expérience et surtout cette histoire dans le web. Si tu n'avais pas ce business du web, tu ne pourrais pas le faire. Ah non, pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, dans la thématique où je suis, où j'accompagne des gens en coaching, en thérapie, si j'avais mon cabinet quelque part, que nenni. Je suis obligé de rester là pour recevoir les gens et je ne peux pas voyager autre que 1 mois ou 2 dans l'année. 2 mois, quand tout va bien. Donc, la décision, ce n'était pas qu'une décision business, c'était une décision vraiment holistique. C'est-à-dire que j'ai 2 enfants qui ont 8 et 9 ans. Donc, c'est une décision au niveau de leur éducation, de leur ouverture d'esprit. C'est une décision familiale d'envie de bouger, de voyager, de voir d'autres choses. C'est aussi, il ne faut pas se le cacher, moi je suis transparent, une solution aussi fiscale. Je suis transparent avec ça aussi. Donc, c'est vraiment une décision holistique. Ce n'est pas juste, je me décide de partir voyager parce que j'aime le voyage et puis après on verra bien si les enfants... C'est vraiment réfléchir à tous les points, c'est-à-dire est-ce que ça nous convient comme mode de vie et on prend la décision. Donc c'est très récent, on a réfléchi pendant 1 an et demi pour trouver la solution la plus idéale qui nous convenait. Et aujourd'hui, on a décidé de s'expatrier à l'étranger de manière officielle, mais de voyager en Europe pour l'instant, parce qu'avec le Covid, on ne sait pas trop, de voyager en Europe avec toute la famille pour faire découvrir de nouvelles choses. Avec en plus une solution pour éduquer les enfants, parce que Siegfried est en plus de tout ça un très bon pédagogue. Donc tu as pris une solution à distance pour que les enfants puissent suivre le programme scolaire à distance. Tu leur donnes des cours, tu les as déscolarisés, mais ils suivent le même programme. Et justement, ce que tu penses, c'est que tu vas pouvoir leur donner des cours, et même mieux qu'à l'école, parce que tu vas être en suivi au corps à corps. Sujet très sensible, de discussion avec, notamment avec les professeurs. C'est des professeurs qui nous écoutent. Certainement. Là, tu es en train de bondir sur voilà. Et oui, je sais que les professeurs, j'en ai parlé avec beaucoup de professeurs, ça fait toujours bondir le sujet. Et le réflexe des professeurs, et je le sais, c'est mais est-ce que tu penses que ça va être aussi facile d'éduquer d'enseigner à tes enfants? Tu peux pas le faire. Et deuxièmement, c'est mais qu'est-ce qu'ils vont devenir tes enfants si tu ne les mets pas à l'école? Le problème de l'éducation que nous on a rencontré, c'est que le système scolaire de l'éducation nationale ne nous convenait plus dans la pédagogie, je vais y arriver, on parle de communication, la pédagogie et dans les matières qui sont enseignées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mon avis, l'avis d'autres parents, mais c'est un avis qui est assez tranché par rapport aux personnes. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants et à quoi ça leur sert, en fait?
Rejoins-moi. Rapproche-toi, rejoins-moi. Et à quoi ça leur sert? À quoi ça leur sert? Et c'est ça la grande question. C'est aujourd'hui, on se rend compte que l'éducation nationale, quand on fait le constat du volume de choses qu'on leur apprend dans la journée, il y a beaucoup de choses qui sont faites parce qu'il y a beaucoup d'élèves en classe, ça prend beaucoup plus de temps. On est obligé de garder les enfants toute la journée parce qu'il y a les parents qui travaillent, et donc il faut quand même qu'on les garde jusqu'au soir. Et il y a tout. C'est pas que le contexte de l'éducation nationale. C'est pas que le contexte scolaire, c'est aussi scolaire, garderie, préparation au travail derrière. Ce qui fait que nous, on n'était plus en accord du tout parce qu'on pense que c'est pas bénéfique pour nos enfants. Nous, on veut leur enseigner beaucoup de choses, hein, les mathématiques, le français, la grammaire, tout ça, il faut le maîtriser. Mais on ne leur apprend pas l'essentiel, le pratico-pratique, comment être heureux, comment résoudre des problèmes, comment avoir confiance en soi. Bien sûr. Comment aider les gens. Il y a plein de choses qui sont du développement personnel qu'on n'apprend pas aujourd'hui à l'école. Ouais, c'est clair. Et donc, il y a des matières qu'on apprend aujourd'hui à l'école, je suis désolé, ne servent strictement à rien quand on est enfant. Et elles sont très Comme utiles. quoi, par exemple? Alors là, tu veux qu'on clive? Je vais cliver. Alors clivons. Ça me gêne pas. Moi. Je sais que ça clive, qu'il y a des gens qui vont sauter. Il y a des matières, par exemple, comme l'histoire-géographie. Elle est surrépétée de leur première année en CP jusqu'au baccalauréat. C'est le programme est répété. Alors que moi, tu as fait l'école comme moi. L'histoire géo, ça m'a jamais passionné. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, la seule fois où tu as aimé, mais j'aimais bien, mais voilà, sans plus. La seule fois où j'ai compris l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, etc., c'est quand j'ai vu un documentaire dont la voix off était Mathieu Kassovitz, qui s'appelait Apocalypse. Un documentaire, je crois, en 3 épisodes. Je crois que c'était 3 fois 2 heures ou 3 fois 3 heures, un truc comme ça. Donc, en tout, disons, 9 heures de vidéo. En 9 heures de vidéo, ça a résumé du CP jusqu'à la bac l'histoire que j'avais jamais comprise. Et là, tu te dis, merde, mais j'ai fait des années d'histoire, et en fait, il m'en reste rien. Il suffit que je regarde un film en 3 séries pour tout comprendre bien mieux que ce qu'on me l'avait enseigné. Oui, toi, oui. Encore une fois, je pense que les vidéos... Alors, c'est-à-dire que tu vas prôner la vidéo, le documentaire. Oui. Maintenant, moi, je sais que l'histoire, je me souviens des leçons que j'ai apprises parce que, par exemple, la NSDAP 1924, tu vois, des dates que je retiens parce que je les ai appris par cœur et ça me permet de situer dans le temps. Quand je vois un film, par exemple, quand je vois un film de guerre ou pendant un peu sur la Seconde Guerre mondiale ou autre, ça me fait des références. En fait, je pense que ça crée des références qui ensuite, quand tu les vois dans un film ou dans un documentaire, te permettent je dirais, d'asseoir ta culture générale. Je pense que c'est ça. Alors, tu touches justement un sujet auquel je voulais venir, on va parler encore une fois de mission de vie. Quelle est la mission de vie de nos enfants? On n'en sait rien. Moi non plus, j'en sais rien sur mes enfants. Mais je veux leur donner l'opportunité de choisir. Et si on les met dès leur plus jeune âge dans des cadres de, tu vas faire histoire, géo, maths, français, tu vois, des matières classiques, et qu'on leur enseigne ça du CP jusqu'au bac, minimum, quelle est l'ouverture sur d'autres choses, tu vois? Quelle est l'opportunité de leur dire, tiens, en fait, moi, ce qui me plairait, c'était peut-être de faire de la peinture, ou tiens, moi, c'est la plomberie qui me plaît, tiens. Si j'ai un enfant qui me dit, moi, en fait, j'adore la plomberie, tout ça, mais est-ce que ça va pas être le plombier qui va révolutionner la plomberie, peut-être, un de mes enfants? Est-ce que ça va pas être le cantonnier qui ramasse les poubelles et qui va révolutionner le recyclage des déchets? Donc, un enfant, si on le fait rentrer dans un cadre, un système, il va sortir formaté par le cadre du système. Ça, je suis d'accord. Et donc, nous, on ne veut pas, alors on a raison, on a tort, on le verra quand ils seront plus grands peut-être, mais en tout cas, on n'est pas le seul à penser ça, c'est de dire, peut-être qu'on n'a pas besoin de les spécialiser aussitôt sur ça, il faut leur laisser l'ouverture de choisir ce qu'ils veulent faire, même si ça paraît contre-intuitif, risqué, quoi que ce soit. Parce qu'on se dit pour nos enfants, maintenant, s'il veut faire cantonnier, il va aller ramasser des poubelles, c'est pas le métier qu'il va s'éclater. On n'en sait rien. Peut-être qu'il va révolutionner quelque chose là-dedans. Peut-être que ça va changer quelque chose, on ne sait pas. Maintenant, voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des modes d'éducation comme Montessori, comme d'autres écoles qui laissent justement le libre arbitre à l'enfant. S'il a envie de fabriquer des colliers avec des feuilles, on lui donne tous les moyens pour devenir en fait un bricoleur et il faut qu'il apprenne les maths, il faut qu'il apprenne la physique, il faut qu'il apprenne la science, mais pour arriver à développer finalement ses capacités. Et imaginons que ton enfant d'un coup te dise en fait moi je veux travailler dans l'histoire parce que tu dis ça me plaît.
Putain, mais c'est génial. Mais là, à ce moment-là, il va bouffer. Il va bouffer l'histoire à plein nez et pas celle qu'on l'oblige à lui apprendre quand il n'a pas envie. Et on va retomber sur la notion du flow. Vous savez, le flow, c'est-à-dire qu'en gros, quand on est dans son flow, on ne regarde pas le temps, on regarde pas ce qu'on est en train de faire. C'est pas fastidieux, ça devient quelque chose qui nous fait plaisir. Et donc, comme on est dans le plaisir, on apprend plus vite, forcément. Exactement. Forcément. C'est le psychologue Génial. Michael Csikszentmihalyi, je crois, qui a étudié ce phénomène de flow. J'ai pas le même accent, c'est pour ça. Mais c'est Csikszentmihalyi. Il a un nom de famille très compliqué à prononcer. Bon, en tout cas, c'est passionnant. T'as vu, on est parti du HPE, on est parti dans le web marketing, on est arrivé dans le globetrotter familial et dans l'éducation. Et là, maintenant, Sig, pourquoi, on va revenir donc au thème principal de cette émission. Back to basic. Pourquoi faut-il développer aujourd'hui la compétence qui, à mon sens, est la compétence numéro 1, qui est celle du communicant pour parler face à une caméra, un micro ou un public. Toi, comment ça t'a aidé ? Est-ce que c'est important aujourd'hui, à tes yeux, aujourd'hui, pour développer un business sur le web ? C'est capital pour des milliers de raisons. La communication, donc la prise de parole, est utile de partout. Est utile avec ses enfants, est utile dans son couple, est utile dans son métier, est utile pour les relations dans la rue, avec une caissière, avec son médecin. C'est utile de partout. Encore plus dans la vente, parce qu'il faut quand même expliquer de manière claire son produit, les bénéfices, tout ça. Mais la communication, la prise de parole, c'est ce qui va donner la force de persuasion et la crédibilité sur tout le reste. Si on apporte un emballage de quelque chose, d'un produit dans un emballage tout pourrave, on va dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte cadeau, mais ça m'a l'air d'être un peu dégueulasse. C'est collant, ça sent pas bon, tout ça. Donc, ce qui veut dire que l'emballage est aussi important. Et si j'arrive avec un produit magnifique, une idée extraordinaire, mais que je vous parlais de la révolution, je ne sais pas l'exprimer. J'ai trouvé qu'en fait, je sais comment résoudre le problème d'énergie dans le monde, mais je ne me rappelle plus comment on fait pour l'expliquer. En fait, personne n'aura besoin de payer l'électricité, mais je ne sais plus. Il y en a beaucoup comme ça. Et là, tu te dis, le mec, il a peut-être un produit génial, mais alors j'y crois pas une bille. Ouais. Je mise rien du tout sur le mec, tu vois. Et peut-être que la personne derrière, elle a un truc génial. Ou quand tu parles avec tes enfants, si tu parles avec tes enfants, soit en gueulant, mais arrête-toi de faire ça, je vais te mettre une taquée. Ou si on parle, arrête-toi s'il te plaît, ne pas faire. Il y a un juste la milieu. Communication, la prise de parole va asseoir tout ça, va être plus persuasif et va permettre aussi de s'épanouir soi-même, parce que la communication, c'est pour les autres autour, mais c'est aussi pour soi-même. Quand on devient communicant, on respire mieux, on apprend des positions, tu les apprends toi aussi, des positions de posture, de respiration, d'ouverture, de voix, etc., qui permettent en fait de s'exprimer au niveau de la gestuelle et au niveau de la respiration, et c'est super important. Et on rentre dans un cercle vertueux. Ah tiens, je me sens bien, je communique mieux, et en communiquant mieux, je me sens de mieux en mieux, et donc je m'épanouis. Et en fait, c'est aussi un outil d'épanouissement de mieux communiquer après. Tu vois, ça c'est intéressant parce que Sig est un spécialiste du marketing, du web marketing, de l'entrepreneuriat. Il a développé les compétences aussi du communicant. Et souvent, moi, je t'enseigne les techniques. En partant de loin, je rassure les gens un peu. En partant de super médiatique timide. Ouais. Après, tu m'en parleras parce qu'il paraît que je t'aurais aidé sur certains trucs. Oui, il paraît que Maître Yoda. Il paraît que Maître Yoda, que la force soit avec toi, jeune Padawan. Et c'est important, c'est de mélanger justement les techniques purement techniques, face caméra, micro, public, et aussi les techniques de marketing et de développement personnel, parce que tout est lié. Si tu peux être un super bon orateur, ne pas avoir peur de parler en public, mais d'être nul dans le message que tu veux transmettre. Exactement. Parce que tu vas pas avoir un message clair et tu vas parler, même si tu n'as pas peur, même si tu as pleine confiance en toi, mais on en connaît plein des comme ça, qui vont parler, mais qui vont pas avoir un message clair, une promesse claire qui va faire que le public va être intéressé. Ou alors, moi j'ai vu des vidéos de gens qui vont parler pendant des heures d'eux, ou de leurs produits, mais qui oublient qu'il y a une audience, qu'il y a quelqu'un. Là, attention à ton œil quand je mets le doigt là comme ça. Tu vois, ils oublient que tu es derrière l'écran ou qu'il y a quelqu'un dans le public. Donc, ils sont centrés sur eux au lieu d'être centrés sur les autres. Il y a des gens qui sont des gens très forts en persuasion. C'est-à-dire qu'ils vont parler fort, ils vont occuper la pièce, tout ça. On va dire, c'est super ce qu'il fait, il est fort. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors souvent c'est très bien aussi, mais souvent des fois c'est creux. C'est-à-dire que la personne parle, elle est imposante, tout ça, mais derrière il n'y a rien. Pas de structure, il n'y a pas de solution. Il y a des personnes, comme tu disais, qui vont être ultra timides, ultra ennuyeuses, ultra chiantes, alors que derrière il y a un truc, mais d'une intelligence, pas possible. Mais ils sont tellement chiants quand on les écoute qu'on ne les écoute pas. Ouais, c'est clair.
Et ce qui fait que tout ça, c'est quoi ? C'est un problème de communication et de prise de parole. C'est pour ça que la communication, c'est pas seulement je sais bien parler, c'est parler, tu l'as dit, la structure derrière de ce qu'on fait dans la structure de dialogue. Il y a aussi, mais qu'est-ce qu'on propose derrière ? Et c'est la communication, c'est vraiment un ensemble de choses. C'est pas juste apprendre à parler à voix haute. C'est beaucoup de choses. C'est la posture, il l'a dit, c'est la respiration, c'est l'écoute aussi, c'est savoir ce que veut ton public, c'est la voix, c'est le positionnement du corps. Souvent, c'est dans la tête. Et c'est là, c'est clair, c'est là. Et puis, un truc que souvent on oublie, c'est le cœur. C'est le cœur, la passion. La passion. L'envie se de faire communiquer. plaisir. Se faire plaisir souvent, la tête, d'ailleurs, nous empêche d'être vraiment soi, ce qui fait qu'on se retourne vers soi et on se regarde en train de parler, alors que quand tu ouvres ton cœur et que tu veux parler à l'autre, tu te regardes pas, tu penses pas à ta tête. La tête, elle est là uniquement pour suivre un plan, pour structurer la chose, mais après il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de l'envie, il faut même prendre plaisir. Un bon communicant, c'est quelqu'un qui prend plaisir à communiquer et qui sait que derrière ça va aider. Donc quand il va dire, il faut que tu prennes ce produit-là, ça peut être ouais, bah vas-y, prends-le ce produit parce que c'est vas-y, prends-le parce que je suis persuadé, je l'ai utilisé. C'est faut que tu le prennes. Et là, le coup, la communication, elle prend tout son sens parce qu'on défend un produit éthique et de la valeur, c'est la base. Enfin, en tout cas, selon moi, selon toi aussi, c'est pareil. Un produit qui a de la valeur, qui est éthique, et derrière, on a la passion pour le faire aussi. Donc le cœur, comme tu disais, et ce qui va avec pour faire une communication. Mais tout ça, ça s'apprend. Faut pas croire que c'est quelque chose d'inné. La communication, il y en a qui naissent bons communicants. Oui, il y en a très peu. Il y a 10 à 15%. Mais malgré tout, on les pense bons communicants, mais ça va être des très bons orateurs, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une feuille, ils vont lire le script, mais après, derrière, on leur demande de faire un discours. Je sais pas. Ou qui vont être des très bons orateurs, mais très nuls en vente, comme tu disais. Donc, à quoi ça sert de faire des beaux discours si derrière, ça sert à rien ? Donc, la communication, c'est un tout. Et tout s'apprend de A à Z. Et j'en parle en connaissance de cause. Au début, j'étais nul en communication. Qu'est-ce qui a fait que tu as progressé, alors ? La première chose qui m'a fait progresser, faut l'avouer, c'est les filles. C'est les filles. J'étais un adolescent, je me suis dit, franchement, je suis timide, je parle jamais aux filles. Enfin voilà, si à un bout d'un moment, il faut que je sorte de ma coquille, sinon je vais pas jamais y réussir. Et je me suis rendu compte qu'en modifiant certains comportements de base, les filles s'intéressaient plus à moi. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, si je change un peu ça, 2-3 trucs dans ma façon de parler, 2-3 comportements, 2-3 techniques de persuasion, ça marche mieux. Et à partir de là, prise de conscience, dire, tiens, je peux modifier des choses, et donc, derrière, je peux mieux communiquer. Et après, derrière ça, ça a commencé avec les filles, mais ça, c'était très adolescent. Et après, ça a continué dans le sport aussi. Dans le sport, je me suis dit, au début, j'étais un peu timide dans le sport, tout ça. Et après, tu es devenu capitaine. Après, je suis devenu en équipe de France, plusieurs fois médaillé. Mais je me suis rendu compte que justement, la communication, comment faire suivre les 7 autres mecs qui sont derrière moi, de leur faire qu'ils aient confiance en toi. C'est pas en leur disant, écoute les gars, on va y aller cet après-midi, on va gagner. On va gagner, je vous le jure. Il faut communiquer, il faut savoir leur parler, il faut savoir dire les choses, il y a des stratégies. Donc au fur et à mesure, ça s'est appris. Tu as créé la confiance, tu as la séduction, le sport, et après l'entrepreneuriat. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Le sport, c'est très bien, mais c'était pas ma mission de vie particulière dans le sport. L'entrepreneuriat, et c'est là où on découvre qu'il faut être un athlète de haut niveau de la communication dans l'entrepreneuriat. Parce que sinon, c'est très compliqué. Alors, c'est marrant, je reviens juste à la notion des filles, ce qui m'a fait rire. J'ai un ami qui, à une époque, il m'appelait coach. Il me dit, coach, qu'est-ce que je dois faire avec les filles ? Parce que c'est lamentable. Et en fait, j'ai dit, tu sais quoi ? Je vais faire comme Etchebest, tu sais, qui arrive dans un restaurant et qui regarde, et, c'est quoi cette merde ? C'est nul. Je suis allé dans une soirée où il y avait une fille et je l'ai écoutée. Pendant toute une soirée, essayer de séduire une fille. Et en fait, pendant toute la soirée, il a parlé de lui. Et au bout d'un moment, tu voyais la fille. Au début, elle était là. Puis au bout d'un moment, elle était là. Et elle s'ennuyait. Et je lui ai dit, arrête tout de suite ça. Et le prochain rendez-vous avec une nouvelle fille, tu vas tout simplement lui poser les questions. Exactement. Tu vas lui poser les questions et tu vas t'intéresser à elle. Là, on a fait une deuxième soirée. La soirée a complètement changé. À la fin, il est marié avec aujourd'hui. Il est marié aujourd'hui avec. C'est quand même dingue. Ça marche. Et donc, pense au marketing. Quand tout à l'heure, on pense
quand on fait un discours ou un speech, souvent on parle à soi, on n'arrête pas de parler de soi. Si tu parles à l'autre, tout à coup, tu fais mouche, tu vas lui donner envie de t'écouter, tout simplement. C'est un phénomène psychologique très classique à quoi est-ce qu'on réagit en premier, qu'est-ce qui nous intéresse le plus, c'est nous. Il faut l'avouer, de manière très égoïste, égocentrique, c'est nous. Mais bien sûr. Quel est le premier prénom que je vais entendre à mon oreille? C'est le mien. C'est le mien. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans la vie? C'est moi. Après, on peut aider les autres, mais en priorité, c'est moi. Donc, si quelqu'un vient et te parle sans arrêt de lui, c'est intéressant les 3 premières minutes, mais après, tu dis bon... Et encore, 3 minutes, t'es gentil. C'est quand est-ce qu'on parle d'autre chose, quoi. Alors, quel est le conseil que tu vas donner? Alors, avant ça, je suis intrigué. Qu'est-ce que je t'ai enseigné qui a changé quelque chose chez toi? Alors, il y a 2-3 trucs. Alors, déjà, quand je t'ai rencontré, que j'ai vu ce que tu proposais, j'avais déjà bien avancé en communication, mais on en apprend toujours. Merci. Même aujourd'hui encore, j'en apprends plein. Je suis plein de défauts en communication aussi. Des fois, je bégaye, des fois, je zozote. C'est pas grave. Mais voilà, on en apprend toujours. Et alors, ce que tu m'as appris de particulier, je crois qu'il y a 3 choses assez spécifiques. La première chose que j'ai appris il y a très très longtemps, c'était sur une vidéo gratuite, c'est génial. Waouh, c'est génial. La technique du waouh, c'est génial. Je commence une vidéo parce que je me suis rendu compte que je commençais les vidéos et je parlais, bonjour, aujourd'hui, bienvenue, je suis Siegfried C. Aujourd'hui, je vais vous parler. Et là, je me disais, il y a un truc qui va pas. Et un jour, je vois une de tes vidéos, une vidéo sur YouTube, gratuite en plus, où tu expliques la tactique. Waouh, c'est génial de commencer avant l'enregistrement. Ouais. De se mettre là et se dire, c'est génial. Boum. Et qu'est-ce qu'on fait automatiquement? C'est génial. Ouais. C'est génial. Et hop, on peut dire bonjour. On va dire, c'est génial. C'est génial. Non, ça marche pas. On dit, c'est génial. Tac, j'enregistre. Aujourd'hui, je m'appelle Siegfried C. Et on n'est pas du tout dans la même énergie. Et ça m'a vachement aidé je me rapproche du micro, ça m'a vachement aidé par rapport au début des vidéos pour partir dans la bonne énergie. Il y a eu ça qui était très important. La deuxième chose... Bonne énergie. Ouais, très intéressante, c'était le flow de James Bond. Ah ouais, mais là tu rentres dans le high level. Le flow James Bond. Je t'ai jamais expliqué ce qu'était le flow James Bond. C'est normal parce que sous la vidéo, il y a un lien avec. Tu peux être invité à une conférence ou même télécharger un PDF. Et je peux t'expliquer ce qu'est le flow James Bond. Est-ce que tu peux le résumer juste pour. Est-ce que je dévoile? Est-ce que je déflore? Non, mais tu peux juste donner. Alors, le flow James Bond, c'est quelque chose, une technique de modulation de la prise de parole qui va te permettre d'attirer l'attention en fait. Fonction de ce que tu racontes. En fonction de ce que tu racontes, ouais. Voilà, ce que tu racontes ou ce que tu expliques. Il y a des gens qui vont parler et puis au bout d'un moment, on va décrocher. On va décrocher parce qu'il y a une certaine linéarité dans ce qu'ils racontent et ce flow James Bond t'aide à couper cette linéarité, cette monotonie dans le discours avec une technique de modulation de prise de parole qui fait que d'un coup, on va beaucoup plus écouter à ce moment-là, dire qu'est-ce qu'il va dire? Ah ouais, ça a changé, il y a un truc qui... Voilà. En fait, on prend comme constat que en radio ou en télé, si on ne change pas de rythme par exemple en télé toutes les 6 secondes, en radio toutes les 20 secondes, et c'est pour ça qu'en télé, on change d'image toutes les 2 secondes et demie pour hypnotiser les gens. Oui. Si on ne change pas de rythme, eh bien au bout d'un moment, que ce soit un rythme extrêmement haut ou extrêmement bas ou de neutre, eh bien au bout d'un moment, on endort les gens. Exactement. On endort les gens. Donc si tu les réveilles, si toutes les 6 secondes ou toutes les 10 secondes, tu changes de rythme, eh bien, tout à coup, tu vas les tenir en haleine et tu vas les captiver jusqu'au bout. Et on parle de flow James Bond parce que les blockbusters américains comme James Bond utilisent ces techniques pour captiver à la fois des gens qui sont plus fonceurs, qui sont plus toniques, des gens qui sont plus dans la réflexion ou des gens qui sont plus pragmatiques. Et donc, en fonction des différents tons, y a des tons pour chaque type de personne sur cette terre. Et puis, faut pas le faire n'importe comment parce que il m'a dit qu'il fallait que je change le rythme. Ah, mais je parle comme ça. Et puis maintenant, je parle comme ça. Non, là, on n'est pas bon. Là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, ça peut marcher, mais mais voilà, il y a des techniques. Une fois que tu maîtrises, c'est drôle, hein. C'est fun à utiliser. Ouais. Mais c'est marrant parce que maintenant que tu le dis, dans tes vidéos, je vois que tu l'utilises. Comment tu baisses le ton de ta voix quand tu racontes une histoire, exactement, etc. C'est très utile. Et puis même pour l'orateur, c'est un moment où on peut se reposer aussi. Ouais, parce qu'on est toujours un peu dans l'état de nervosité, de respiration, d'intensité haute. Et ça te permet aussi de se reposer pendant ce flow James Bond, qui en plus est bénéfique pour l'audience. Donc Alors, le flow James Bond, il faut déjà...
pour démarrer, c'est pas forcément la technique la plus simple. Au démarrage, déjà, on apprend à ne plus avoir peur de soi et à parler à son public. Et voilà, il y a des gradations, des graduations, et le flow de James Bond, voilà, quand on commence à être à l'aise, c'est vachement bien. C'est pour moi la technique la plus forte pour pouvoir captiver l'audience. Et il y en a une troisième ? Il y a une troisième, c'était vraiment au niveau de la respiration, en fait. Technique de respiration, de bien respirer avec le bas du ventre et d'arriver à se décontracter. Parce qu'on se rend compte, quand on prend la parole au début, qu'est-ce qu'on fait ? On a un phénomène physiologique de protection où on se met déjà comme ça, on se renferme parce qu'on a peur et qu'on est en situation de stress. Est-ce que je vais arriver à parler ? Donc on se renferme, on referme le diaphragme et on commence à refermer le ventre et on respire que par le haut, comme ça. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on parle et puis on est à bout de souffle, on se dit mais mince, je vais à peine de commencer depuis 5 minutes et je suis à bout de souffle, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, il y a un problème de respiration et on manque d'intensité et on n'arrive pas à continuer, on finit avec la voix cassée, soufflée, fatiguée. Exact. Mais parce que en fait, il y a la respiration, c'est simple, hein, c'est une colonne d'air entre le ventre, le cœur et la tête. Exactement, la tête, le cœur, le ventre. Et regarde quand tu respires, hein, si tu respires 2 secondes, tu vas faire, tu expires, hop, tu as une micro-pause, et tu inspires, tu as une micro-pause, etc. C'est ça. Ouais, et si tu coupes cette colonne d'air, tout à coup, tu as l'impression de tout oublier, tu as l'impression d'être essoufflé. Mauvaise oxygénation, mauvaise gestion du stress, une cercle vicieux qui se met en place après. Et donc, après, forcément, tu n'es plus à l'aise. Tu n'es plus à l'aise, tu stresses. Fais tu as fait cette expérience quand tu inspires comme ça, tu fais ça. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu étais un peu sur la pointe des pieds, et au bout d'un moment, tu n'as plus d'air, tu as la tête qui explose. Et tu finis après une prise de parole, tu dis plus jamais je le fais parce que je ne suis pas capable de le faire, je suis pas bien, et on se dit mais en fait je suis pas capable. Non, c'est pas capable, c'est un problème de respiration. Exactement. Où on apprend justement à utiliser la colonne d'air et on arrive à parler pendant des heures. Si on arrive à bien respirer. Bien sûr. C'est pour ça qu'on fait, nous, des conférences. Moi, ça m'arrive de faire toi aussi, des conférences 4 heures, 5 heures, 6 heures, sans pause. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Ah oui, si tu viens un jour dans un webinaire, fais attention, c'est qu'il n'y a pas de pause. 4 heures sans pause. Donc, entraîne-toi à respirer, entraîne-toi, et puis surtout, viens suivre les conseils du Lorenzo Show, viens suivre les conseils. Sous la vidéo, il y a des conseils. Tu peux t'inscrire à des webinaires qui seront un peu moins longs que 4 ou 5 heures, t'inquiète pas. Et puis on se retrouve très prochainement. Merci Siegfried, c'était un véritable régal de t'avoir. Plaisir partagé aussi. Ah ouais, non, on pourrait parler comme ça pendant des heures. Je sais même pas combien de temps on a fait, hein, mais c'est pas grave. Ça fait 2 jours, regarde. Là, il fait encore jour, voilà. Merci Siegfried. Est-ce que tu veux on va rappeler un truc important. L'université des hauts potentiels, si tu es toi-même un HPE, HPU, ou que tu penses que tu es différent, ou que tu es... Ou même un doute. Eh oui, un doute. Ouais. Dépression, pas bien dans ta vie, tout ça. Essaie de voir si tu n'es pas au potentiel déjà à la base. Et ton entourage, c'est important. Moi, je sais que j'aimerais bien que... j'ai dit à ma fille, à Serena, ça serait bien qu'elle vienne peut-être écouter des vidéos. Je crois que tu as une vidéo sur les enfants, justement, pour essayer de détecter les enfants et quelques questions pour arriver à voir si les enfants ont un mode de pensée qui correspond à celui au potentiel. Donc voilà, si tu veux, suis la chaîne de Siegfried. En plus, tu vas le faire bientôt en Globetrotter, puisque tu vas partir il va y avoir différents décors. Alors, il y aura différents décors et il pourra justement diffuser son message de partout en Europe. Donc ça va être un véritable bonheur. Merci à toi Siegfried. Merci à toi de m'avoir reçu surtout. On se retrouve très prochainement. N'oublie pas que toi aussi tu as la force en toi et que tu n'es pas forcément du côté obscur de la force et que tu n'es pas obligé de chanter tan 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 et qu'on peut faire aussi on va pas se faire couper là, parce que c'est... On sait jamais, c'est 15 secondes, ça passe. C'est 15 secondes, 15 secondes, ça passe. 15 secondes, ouais. À bientôt dans Lorenzo Show, merci à toi, et on pense fort à toi, et surtout crois fort en toi. Allez, salut maintenant, ciao. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3, Partage un max. À très bientôt dans le